Je ne compte plus les jours. On ne doit pas être loin de 40. De toute façon, on s'en fout. On sort du confinement le 11 mai, soit dans 2 semaines. Le président l'a dit et on obéit au président. Sinon, les policiers viennent nous taper. Eh, fils de pute, va! Eh, j'ai filmé! Filmez, filmez. Bande de bâtards. En Espagne ou en Argentine, ils font de la musique ou aident les vieux à accrocher leurs masques dans les queues. En France, ils filent des PV, ils nous envoient les drones. Parfois même des nions. Vous n'avez pas à nous intimider comme ça maintenant! Merde, on bosse! Où ils nous mettent en garde à vue quand une banderole déplaît aux en marcheurs. Avant le confinement, YouTube me censurait dès qu'une image de violence apparaissait. Là, c'est calme, mais je m'attends toujours à un retour de bâton. En même temps, ils ont d'autres chats à fouetter. J'ai compris la musique, mais j'écris toujours avec ce sentiment du sursis. Je pensais que la technosurveillance et la censure n'arriveraient jamais dans ce pays. Je me trompais. Aujourd'hui, le couperet peut tomber n'importe quand. Je pense de plus en plus que les tensions vont s'exacerber entre eux et nous. Si vous n'êtes pas convaincu, jetez un œil sur ce document diffusé par Arte. Je pense qu'on a mis en place une bonne méthode technologique. Et j'espère vraiment qu'on arrivera à l'exporter dans un pays capitaliste. Je trouve que la France devrait vite adopter notre système de crédit social pour régler ses mouvements sociaux. Si vous aviez eu le système de crédit social, il n'y aurait jamais eu les gilets jaunes. On aurait détecté ça avant qu'ils agissent. Et refusez de vous soumettre à cette nouvelle application qu'ils veulent nous fourguer sans passer par l'Assemblée et qui sent le contrôle des populations et la restriction de nos libertés. Aucune confiance au type derrière les écrans. Et en cette application qui ne sera jamais téléchargée par suffisamment de Français pour fonctionner. Je ne suis pas énervé, c'est lundi, et ceux à qui ça déplaît peuvent aller voir ailleurs, je ne les retiens pas. Il fait beau et j'enregistre mon 5e édito du confinement. Ça pourrait être simple, sortir sans effort, mais je mets de plus en plus de temps à gamberger et à trouver mon angle, ma petite musique. Une lecture et un film ont cassé mon week-end et ont parasité mes pensées. La lecture, c'est Le Petit Chose d'Alphonse Daudet. Et le film, c'est Seul contre tous de Gaspard Noé. J'ai été marqué par ce film que j'ai vu seul dans un cinéma à Metz, l'hiver 98. C'est l'histoire d'un boucher amoureux de sa fille. On est dans sa tête pendant 90 minutes, en voice-over. On est un prolo, on va se suicider ou pas, on a le poids du monde sur nos épaules. Ça commence comme ça. Tu sais ce que c'est que la morale? Moi, je vais te dire ce que c'est la morale. La morale, c'est fait pour ceux qui la tiennent. Les riches. Et tu sais qui a raison chaque fois? C'est les riches. Et c'est les pauvres qui trinquent. Tu veux la voir, ma morale, à moi? Ouais. Ouais? Ouais. Tu vas pas regretter après, hein? Je sais pas. Je crois que tu vas avoir un peu peur. Et voilà ma morale. La morale, c'est ça. Tu sais pourquoi je me balade avec ça? Hein? Parce que celui qui m'amènera la morale avec son uniforme, ok? Il aura plus de chances, ok? D'avoir sa putain de justice derrière lui. Et moi, la voilà ma justice. Chaque fois que je voyais Philippe Naon dans un film, j'étais content. Naon est un grand acteur. Il est mort la semaine dernière du Covid et la Cinémathèque rediffuse en accès libre mais limité pour célébrer ce grand bonhomme, Seul contre tous, comme un cadeau que nous ne serons sans doute pas nombreux à apprécier, tant le film est apparemment sans morale, dur, sans issue, sauf les derniers mots. Je sais, je spoil, mais on s'en fout. Je t'aime. Un point, c'est tout. C'est un film d'amour qui se cache.
Et je ne remercierai jamais assez mon copain Gaspard Noé de l'avoir écrit et réalisé, tant ce film est radical et improbable. Chacun sa vie, chacun sa morale. Et si je devais résumer ma vie elle est très simple, c'est celle d'un pauvre type. Voilà le genre de truc qu'il devrait écrire un jour. C'est l'histoire d'un homme comme tant d'autres. Son histoire est banale. Ça commence en France, en plein cœur du merdier, au pays du fromage et des collabos. Abandonné par sa mère à 2 ans, violé par un curé à 10 ans, père résistant communiste, mort au camp, notre héros devient carnassier, s'achète une boucherie, bosse, se fait plaquer par sa femme, se retrouve seul avec sa fille dont il est amoureux. Mais on s'en moque au fond. Sa fille et cet amour impossible sont le révélateur de la défaite du boucher, prolétaire trop sentimental, qui incarne la mort de la classe ouvrière et l'arrivée de la catastrophe. On est sous Chirac, déjà rincé par les renoncements de la gauche sous Mitterrand. On sait qu'il ne s'en sortira pas. Le piège se referme sur lui et sur nous. Vous allez croire que je fais dans la critique de cinéma, mais pas du tout. Je sais où je veux en venir. Je vais faire un édito confiné et seul contre tous. Je trouve, même si je suis entouré aux médias par une rédaction et soutenu par des milliers de sociaux, que ces 3 mots me décrivent assez bien. Seul contre tous. Qu'on écrive des livres sur les chambres de compensation ou des éditos, on est toujours seul contre tous. Sinon, ça n'en vaut pas la peine. Quelle est l'utilité de bêler avec le troupeau ? J'ai lu dans le Canard enchaîné une information qui confirmait en tout point celle de mon dernier édito. Sous le titre « Les vieux ont-ils été privés de réa ?», le Canard confirme que les agences régionales de santé ont demandé aux hôpitaux de limiter fortement l'admission en réanimation des personnes les plus fragiles. Cette semaine, la palme de la plus grosse connerie du PAF est décernée à Christophe Barbier, qui a lâché que les grosses n'étaient pas corona-compatibles à la télévision. Il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que quand le professeur Salomon tous les soirs fait son point, il y a des interprètes en langue des signes à côté. Et il y a deux dames qui sont d'évidence en surpoids. Elles viennent travailler tous les soirs à côté du DGS. Elles sont là, elles sont en première ou en deuxième ligne, comme dirait le président. Ces personnes ont droit de travailler aujourd'hui et demain. C'est à nous, collectivités, de faire en sorte que reprendre une vie normale pour ces personnes dites fragiles, ça soit pas s'exposer à un risque anormal. Et la palme du plus magnifique triple salto de retournement de veste est remise à l'inénarrable garçon boucher du PAF, j'ai nommé Jérôme Salomon, le directeur général de la santé. Le masque grand public, que nous encourageons fortement, c'est un complément. Je rappelle ce soir la bonne conduite concernant le port du masque. Il ne faut pas porter de masque si nous ne sommes pas malades, il ne faut pas porter de masque lorsqu'on n'est pas soignant. J'ai toujours plaidé pour l'accès au masque grand public. J'ai relevé que le graphiste du journal télévisé de France 2 avait des problèmes de vue. Et pendant ce temps, on a appris que la prime de 1 000 € qu'on avait promis aux petites mains de la grande distribution allait être sérieusement revue à la baisse. Au même moment, Bruno Le Maire annonçait que les sociétés qui font des transactions avec les paradis fiscaux ne seraient pas aidées. On lève un œil, on se dit tiens, un progrès. Mais non, c'est une blague que les députés de La République En Marche ont aussitôt rectifié. AXA, 3,6 milliards. BNP Paribas, 3,9 milliards. Total, 1,8 milliard. Pendant le confinement, les affaires continuent et les sociétés d'assurance, les banques et les groupes pétroliers distribuent à leurs actionnaires des dividendes royaux. Comme si le Covid était un épiphénomène qui n'avait pas tué Christophe, ni Philippe Naon, ni plus de 200 000 personnes dans le monde. Chiffre forcément minoré, comme le rappelait le Financial Times en Angleterre ou Paris Match en France. Ces boîtes-là, ces multinationales, leurs actionnaires, les fonds de pension, les banques d'affaires ne lâcheront jamais leur pactole. Forcément, on va les avoir contre nous. Je dis eux, je dis nous. Une tribune proposée dans le journal du dimanche annonce la couleur. Libérons la société pour sortir de la crise. Elle est signée par une 60aine d'universitaires, d'économistes, de lobbyistes et de seconds couteaux comme Hervé Novelli, Gérard Longuet, Dominique Régnier ou Virginie Calmels. Tous notent que l'État
a failli dans la gestion de l'épidémie et réclame moins de taxes, moins de fiscalité, un retour de la croissance et de la liberté du marché. Il n'est pas de démocratie sans marché libre, annonce-t-il. Foutaise. Derrière ces mots se cache une fracture. Cette soixantaine de piscopies jette une sonde et ouvre une brèche. Ce sera eux, les globalisateurs, les partisans d'un libéralisme encore plus échevelé, les fabricants d'un monde d'après qui sera encore pire que celui d'avant, contre nous, qui voulons ralentir, repenser la croissance et le rapport de force politique. Ce que rappelle remarquablement le philosophe Bruno Latour sur le site AOC. Je le cite. Malheureusement, cette pause soudaine dans le système de production globalisé, il n'y a pas que les écologistes pour y voir une occasion formidable d'avancer leur programme d'atterrissage. Les globalisateurs, ceux qui depuis le mi-temps du XXe siècle ont inventé l'idée de s'échapper des contraintes planétaires, eux aussi y voient une chance formidable de rompre encore plus radicalement avec ce qui reste l'obstacle à leur fuite hors du monde. L'occasion est trop belle pour eux de se défaire du reste de l'État-providence, du filet de sécurité des plus pauvres, de ce qui demeure encore des réglementations contre la pollution et plus cyniquement de se débarrasser de tous ces gens surnuméraires qui encombrent la planète. J'ai noté, sans étonnement aucun, que Bolsonaro s'enfonçait dans sa folie destructrice et meurtrière et que Donald Trump poussait le bouchon toujours plus loin vers le délire et vers la mort. Lui veut carrément faire boire de la javel aux malades. Il a tenté d'expliquer ensuite que c'était une vanne, mais personne n'y a cru. Et Joe Biden s'est fendu d'un tweet qui en dit long sur le niveau de la campagne aux USA. J'ai interviewé Frédéric Dumas cette semaine, une ancienne députée de La République En Marche, une des premières à avoir quitté le navire, en expliquant dès septembre 2018 que la Macronie, c'était le Titanic. Parce que c'est notre projet! Qui saute pas les bras, qui saute pas les bras, qui saute pas les bras, Macron. Ce qui frappe dans cet échange, c'est le regard porté par cette femme bien intentionnée sur l'insensibilité pathologique d'Emmanuel Macron. Il n'écoute que lui-même, conclut-elle. Quand Mediapart l'avait interrogé pendant la campagne des présidentielles sur ses motivations, Emmanuel Macron avait répondu que s'il était motivé par la cupidité, il n'aurait pas choisi de quitter la banque d'affaires. Ou alors, ajoutait-il, je serais un être complexe, voire pervers. On sentait au moment de l'interview, à son regard, à ses gestes, qu'il se posait sincèrement la question. Nous aussi, et nous nous la posons toujours. Si ce n'était que la cupidité, je n'aurais pas choisi de quitter la banque d'affaires, ou alors je serais un être extrêmement complexe, voire pervers. Emmanuel Macron est-il capable de perversion pour arriver à son but ? Un copain qu'il a croisé dans sa période banquier d'affaires m'a écrit un long mail cette semaine. Vous prenez Macron par le mauvais bout. Si vous voulez le rendre dingo, traitez-le pour ce qu'il est, un petit chose. Et mon copain d'argumenter. Macron, c'est un petit garçon, jamais sorti du jardin de sa maman, à faire du théâtre, du piano, à bien apprendre ses leçons. Parfois, aller skier à Bagnères de Bigorre, chez ses grands-parents. Ce message m'a trotté dans la tête toute la semaine, au point de relire le livre d'Alphonse Daudet que je n'avais plus ouvert depuis le collège. C'est magnifique ce livre, pas une ride. Il commence ainsi. Je suis né le 13 mai 1826 dans un village du Languedoc où l'on retrouve, comme dans toutes les villes du Midi, beaucoup de soleil, pas mal de poussière, un couvent de carmélites et 2 ou 3 monuments romains. Comme Alphonse Daudet, Macron, avant de prendre l'Élysée, n'avait qu'une ambition, devenir écrivain. C'est d'ailleurs confirmé par son épouse Brigitte à longueur d'interview. Je pensais vivre avec un écrivain. Je pensais qu'il serait écrivain, qu'il écrirait, qu'il aura une notoriété, j'en ai jamais douté. Mais je pensais qu'elle serait d'ordre artistique. Il choisit la politique en surprenant son monde et sa famille, comme poussé par les circonstances et des relations. Comme Emmanuel Macron, Daniel Essette, le petit chose, le double d'Alphonse Daudet, grandit dans la bourgeoisie de province. Son imaginaire s'y forge, il s'y invente une vie riche en rebondissements, jusqu'au jour où l'usine paternelle fait faillite. La dégringolade est rapide, les Essette doivent s'exiler à Lyon et leur situation précaire conduit vite à l'éclatement de la famille.
Daniel découvre alors la vie et les inégalités sociales. Bien qu'adolescent puis jeune adulte, il se sent encore très enfant et a hérité du surnom de « Petit Chose » par ses professeurs qui ne se remémorent jamais de son nom. À l'âge où Alphonse se prend des coups, Emmanuel, lui, se tape sa prof. Mais comme Alphonse, c'est un adolescent romantique. Là s'arrête la comparaison. Le Petit Chose était humain, tendre, altruiste, incapable de calcul. Le Petit Chose ne se rêvait pas en Jupiter. Il ne cherchait pas la puissance. Le Petit Chose se serait fait écraser la main par Donald Trump et n'aurait jamais répondu agressivement à Bolsonaro. La question de grandir, d'être confronté au monde, à la rue, à la pauvreté, n'a jamais vraiment existé pour Emmanuel Macron. Quand il était banquier d'affaires chez Rothschild, entre 2008 et 2012, Emmanuel Macron a aidé au rachat de la filiale lait infantile d'un groupe pharmaceutique et il s'est pris une commission au passage. Il a également conseillé la Société des rédacteurs du Monde quand le journal a été recapitalisé. On connaît la suite. Après avoir séduit les vieux patrons de la banque d'affaires et du groupe Nestlé, il met dans sa manche Jacques Attali puis François Hollande. On est amené aussi beaucoup, et ça c'est, j'allais dire heureusement ou malheureusement, utile en politique, à communiquer, c'est-à-dire à raconter une histoire. Donc on y apprend d'une certaine façon aussi des techniques pas de manipulation de l'opinion, mais un petit peu. C'est léger comme CV pour devenir président de la République. Pourtant, il y parvient, sans complot, grâce principalement à 3 sponsors, Bernard Arnault, Xavier Niel et Patrick Drahi, qui ont joué avec lui, comme au poker. Fillon se fait piéger, Juppé hésite, Sarkozy ne comprend pas qu'il est cuit, Manuel Valls est détesté au PS et honni à gauche, François Hollande a peur de se prendre une raclée, et Marine Le Pen joue à fond son rôle de repoussoir. Grâce à ses amis et ses sponsors, Emmanuel multiplie les unes de magazines et les articles complaisants, et le tour est joué. Tout est résumé par la soirée à la Rotonde, le territoire des gigolos et des nouveaux riches à Paris. Vous n'avez rien compris à la vie, c'était mon moment du cœur. Emmanuel Macron est arrivé là où il est, avec si peu d'appui politique qu'à l'heure de faire un gouvernement, il n'y avait personne ou presque. Et encore moins de remplaçants en cas de souci, sauf des bras cassés. On paye l'addition aujourd'hui, et on prend cher. Et on n'a pas fini de payer. Ce qui se prépare sur le déconfinement peut prendre les allures d'une tragédie. C'est très différent d'avoir quelques clusters, ces foyers d'infection, quelques jours avant le confinement général du 15 mars, que d'avoir 6 à 10% d'une population touchée la veille d'un déconfinement, même prétendument sélectif. Tous les observateurs informés sentent que la situation peut déraper vite et fort. Même le conseil scientifique prend ses distances. Après avoir lancé un confinement général et autoritaire, le cap d'1 million d'amendes va être franchi début mai. Emmanuel Macron et son adjoint éjectable, Édouard Philippe, ont donc décidé de s'appuyer sur les maires et les conseils régionaux. Ils pourraient ainsi transférer leurs responsabilités et ne plus assumer seuls les conséquences de dérapages attendus. Ce que ne sont pas forcément prêts à encaisser ces milliers d'élus rudoyés par la Macronie, tant la manœuvre est grossière. Et nous, qu'allons-nous faire? Les regarder nous fliquer, sans broncher? Nous envoyer au front, sans masque? Finir de nous achever? Je ne crois pas. Je crois que nous avons assez subi. La situation est aujourd'hui tendue et dangereuse. Le chiffre des morts grossit de jour en jour. Mais derrière ces cadavres, alors que le système économique redémarre doucement, on voit bien l'idée des nantis et des politiques qui les servent, et se servent aussi au passage. Aller encore plus loin dans la casse sociale. Bruno Latour, le philosophe, nous a prévenus. Il ne faut pas oublier que ce qui rend les globalisateurs tellement dangereux, c'est qu'ils savent forcément qu'ils ont perdu, que le déni de la mutation climatique ne peut pas durer indéfiniment, qu'il n'y a plus aucune chance de réconcilier leur développement avec les diverses enveloppes de la planète dans lesquelles il faudra bien finir par insérer l'économie. C'est ce qui les rend prêts à tout pour extraire une dernière fois les conditions qui vont leur permettre de durer un peu plus longtemps, de se mettre à l'abri, eux et leurs enfants. L'arrêt du monde, ce coup de frein, cette pause imprévue leur donne une occasion de fuir plus vite
et plus loin qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Les révolutionnaires, pour le moment, ce sont eux. Emmanuel Macron n'a pas appelé son livre « Révolution » par hasard. Il est aujourd'hui leur chantre et leur dernière chance. Il le sait, ils le savent, ils l'ont placé là pour servir. Nous sommes prévenus et nous devons réagir et résister. Impossible de reprendre comme avant. Leur morale n'est plus la nôtre. Macron n'est rien si nous sommes tout. Les jours heureux, c'est pour nous, c'est pas pour eux. Et tu sais qui a raison chaque fois? C'est les riches. Et c'est les pauvres qui trinquent. Mon conseil confinement du jour, c'est faites des petits films avec vos enfants. Et si vous n'avez pas d'enfants, faites des films quand même. C'est comme ça que Gaspard Noé a commencé, seul contre tous. Après quelques jours, on n'a plus d'imagination. C'est l'effet confinement. Allez, salut. Alors attention, si vous êtes sur le front nord-nord-est, on nous signale un gros risque d'invasion chinoise. Ils ont pas trop apprécié qu'on boycotte leurs produits et donc ils vont venir vous péter la gueule et ils sont nombreux, c'est de la chair à canon. Donc si j'étais vous, je préparerais des sacs à dos et des gamelles, il risque d'y avoir des petits mouvements de population. Les conseils de Bison Futé, en cas d'exode massif, n'essayez pas d'aller tous vous réfugier en Corse parce qu'ils vous laisseront pas rentrer les Corses. Vous allez vous prendre des coups de chevrotine dans la gueule et ça n'est jamais très agréable. De toute façon, c'est trop petit, ça tiendrait pas. Donc le mieux, ça sera peut-être de collaborer avec l'occupant, mais bon, ça chacun fait ce qu'il veut. Et voilà.